Donc, dernière présentation de la journée pour ma part. Juste en introduction, je voulais dire que j'ai peut-être pas été très clair ce matin. Lors de ma première présentation, c'était juste pour dire que l'ensemble des documents de ce travail sont disponibles en ligne, parce que j'ai dit que le livre allait sortir en français, mais donc il y a un résumé de 20 pages et il y a tout le rapport qui est disponible en ligne. Donc vous tapez agriculture sans pesticides, INRAE, vous le trouvez très facilement. Donc pour conclure, enfin, pardon, pour conclure pour ma part, et en fait aussi je voulais remercier Laure Latruffe et Myriam aussi pour l'organisation de ces 2 jours et aussi d'avoir pensé à insérer de cette manière-là la prospective tout au long des journées. Je pense que c'était aussi intéressant pour moi de représenter l'ensemble de ces travaux par petits bouts. Et je pense que c'était une mise en perspective qui pouvait être bien intéressante. Donc la question des co-concevoir à l'échelle des territoires. Donc dans le cadre de la prospective, on a mené 4 études de cas dans 4 pays européens. Donc une fois qu'on a eu construit nos 3 scénarios, en fait, grâce à des personnes qui faisaient partie du comité d'experts de la prospective, en fait, on a mené des petites études, des petits workshops dans 4 régions européennes, donc en Italie, en France, en Roumanie et en Finlande. Et donc l'idée de ces travaux, c'est de réfléchir avec les acteurs, de prendre un scénario générique, comme un des 3 scénarios, donc le premier, le deuxième ou le troisième. Et alors ça, c'est les acteurs qui les ont choisis, en fonction un peu des caractéristiques du territoire, des filières, et de regarder avec eux le genre d'action qu'il faudrait qu'ils mettent en place sur différents domaines qui concernent qui concernent leur système de culture, les politiques publiques, les chaînes de valeur, et comment tout ça devrait être coordonné au cours du temps. Et donc ça nous donne ces trajectoires qui sont présentées comme un cercle concentrique. Donc à l'extérieur, c'est 2023 et à l'intérieur, c'est 2050. Et donc ça marche par décade. Et donc on a fait ça sur trois territoires et ça montre à chaque fois les imbrications des transformations. Par exemple, pour la production de blé dur en Toscane, on a utilisé le scénario 1 qui est plutôt axé robotisation et immunité finalement, et une chaîne de valeur globale. Et finalement, la chaîne de valeur globale, c'est la production de pâtes où il y a des grandes marques qui sont exportées en Europe et dans le monde entier. Et les agriculteurs eux-mêmes étaient déjà sur une trajectoire d'agriculture de précision. Donc là, la sortie des pesticides, finalement, relie ces 2 éléments. On reste dans une trajectoire un peu radicalisée d'agriculture de précision, avec des outils d'aide à la décision, puis de la robotisation qui vient au fur et à mesure de la trajectoire. En Roumanie, pour la production de légumes en Roumanie, là, finalement, c'est une filière qui, aujourd'hui, est relativement, disons, isolée. C'est-à-dire c'est une région assez productive, mais qui n'a finalement pas de lien très approfondi avec les bassins de consommation, notamment de la capitale. Et donc là, l'idée, c'était qu'il y ait une transition, donc c'est le scénario 2 qui a été mobilisé, qu'il y ait une transition de la production de légumes en s'appuyant sur les microbiomes, et que tout ça se relie finalement à une transition un peu plus globale des régimes alimentaires vers des régimes sains. En Finlande, on a travaillé sur les céréales et oléagineux. Et là, les enjeux sont multiples. Mais finalement, ce qu'il en est ressorti, c'est la nécessité d'aller vers des systèmes durables et qui soient à la fois producteurs d'aliments et producteurs d'énergie. Donc il y a des problèmes de distance, d'isolement finalement des exploitations en Finlande qui expliquent aussi ce genre de dynamique. Donc une dynamique
où les systèmes agricoles servent à plusieurs choses à la fois. Et pour la production viticole dans le Bergerac-Duras, dans la trajectoire, on a relié finalement une diversification des systèmes de culture et de la viticulture qui s'ouvre à d'autres systèmes de culture. Et puis ce projet de territoire qui s'élabore à l'échelle du territoire du Bergeracois, et qui intègre l'ensemble des acteurs, qui n'est pas juste réduit aux agriculteurs. Donc, juste, je vais m'arrêter là, j'aurais pu présenter beaucoup plus en détail chacune des études de cas, mais juste pour souligner quel est l'intérêt de faire ce travail sur les transitions à l'échelle territoriale. D'abord, c'est d'ouvrir un débat entre acteurs du territoire sur une agriculture sans pesticides, en s'appuyant, là, dans notre cas, sur les scénarios européens. Donc, on avait ces éléments-là pour travailler et pour amorcer un dialogue avec eux. Entre acteurs, c'est l'idée de construire une vision commune de long terme entre les acteurs locaux. Donc savoir où on va, avoir une idée de là où on va, essayer de construire cette image d'un futur commun. Développer une vision systémique des transformations qui intègre l'ensemble des acteurs et des activités du système agricole et alimentaire dans la transformation. Et puis dans cette transformation, en fait, il y a une nécessité il y a un intérêt finalement quand on obtient la trajectoire de transition. Finalement, on voit quelles sont les actions à mettre en place aujourd'hui, demain, à moyen terme et à long terme. Et donc, ça aide à hiérarchiser les actions à mener pour s'engager dans une transition. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie beaucoup. Merci Olivier. Alors, est appelé à la barre Lorraine Prost et Muriel Valentin-Morisson. Projet Bicréative. Alors là, ça va un peu loin parce que le titre, c'est Engager l'ensemble des acteurs dans la conception des territoires sans pesticides. Donc, tout simplement. Il va falloir assumer le titre. En 15 minutes. Voilà. Très bien. Donc oui, avec Muriel Valentin-Morisson, on coordonne le projet Bicréative qui vise la co-conception de territoires zéro phyto. Et on va insister dans cette présentation plutôt sur, plus que des résultats, des choses qui nous marquent en ce moment dans ce qu'on vit dans les territoires du projet, qui nous amènent à mettre sur la table cette question du besoin d'engager l'ensemble des acteurs pour arriver à ces territoires zéro phyto. Ah, c'est magique, tu me fais... Ah non, j'y vais alors. Ça a l'air bizarre. Ok. Pourquoi on veut insister sur cette question de mobilisation de l'ensemble des acteurs ? Eh bien parce qu'on sait déjà beaucoup de choses sur la façon de produire sans pesticides. On sait beaucoup de choses à l'échelle de la parcelle. On sait que la biodiversité, c'est une clé majeure. Dans l'exposé de Stéphane Cordeau tout à l'heure, on a bien vu à quel point on avait besoin de s'appuyer sur la diversification pour arriver à ces systèmes zéro phyto. On sait qu'on a besoin d'une logique systémique qui va couplé du curatif, du préventif à l'échelle de la culture, de la rotation. On a des réseaux où c'est mis en œuvre. On a cité juste ici Réseau PES côté INRA, CIPRE du côté des instituts techniques. Il y en a plein d'autres. On sait énormément de choses au niveau des paysages. On sait que ces paysages, c'est des refuges pour les auxiliaires de culture, c'est aussi des refuges pour les organismes bioagresseurs. Cette somme de connaissances, là aussi, Stéphane en a parlé, vous la trouvez en très grande partie dans le travail vraiment d'ampleur qui est l'expertise collective 2023, là, protéger les cultures en augmentant la diversité végétale des espèces agricoles. Et de nouveau, on revient sur le schéma que vous a présenté Stéphane tout à l'heure. Le schéma en bas à droite, là, chaque fois que c'est vert, c'est qu'on a des connaissances, d'un consensus dans la littérature sur la façon dont des leviers de diversité jouent sur des bioagresseurs. On sait aussi que certes, tous ces leviers sont relativement très efficaces, mais qu'ils demandent énormément de coordination des acteurs. Et là, ça fait complètement écho à ce que Olivier vient de présenter et à ce qui est bien mis en avant dans le scénario 3 de la prospective, celle qui s'appelle Paysage emboîté. On sait beaucoup de choses et il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. J'irai très vite là. On a évidemment beaucoup d'exemples d'agriculteurs qui expérimentent des façons de réduire très drastiquement les pesticides, de ne pas en utiliser et de rester viables économiquement. On a aussi des beaux exemples, et là Mourad Anachi est dans la salle, il pourra vous en parler plus que nous. Des exemples où les filières sont à la manœuvre pour nous montrer que l'impossible et utopique gestion collective, ainsi on peut le faire. Les filières fleurs de colza, colza et recycle, le cas des mélanges variétaux qui sont traités dans le projet Mobidy, voilà. Il y a plein de choses qui se font. Mais ça ne suffit pas.
On vous a mis ici un petit focus, je vais mettre les deux directs. Le schéma du bas, vous le connaissez par cœur, c'est la non-réduction de l'usage des phytos. Là, c'est les données du ministère dans le temps. Et puis, juste au-dessus, c'est l'impact de ça sur notre capacité à fournir de l'eau potable. Le schéma en haut à gauche, c'est le nombre de captages qui ferment chaque année. À droite, vous avez un petit extrait du rapport des Crozat des députés des Crozat et Potier fin 2023 qui explique que dans le bassin Seine-Normandie, 40% des captages qui ferment à cause de problèmes de pollution d'origine agricole et qu'on va être bientôt à nos limites de fournir de l'eau potable. Alors pourquoi ça ne suffit pas ? Parce que, mais on l'a dit toute la journée, et on l'a dit hier aussi, mais particulièrement cet après-midi, on est dans un système avec beaucoup d'acteurs où il y a un grand nombre de verrous à lever. Alors, verrous, vous avez de la littérature en haut à droite que vous pourrez aller regarder, mais c'est assez, ça parle assez naturellement, je trouve. Et on va prendre un exemple pour vous illustrer ça. Donc, produire sans pesticides, on pense tout de suite à la responsabilité des agriculteurs. Finalement, c'est eux qui vont finir par sortir ou pas le pulvé pour aller épandre des phytos. Et on va essayer de filer un exemple sur cette question de la diversification des cultures, rajouter des cultures mineures, ou faire des associations. Donc, OK, il faut que les agriculteurs fassent sans phyto. Ça demande des variétés. Et ça demande que la sélection variétale se réengage sur des espèces sur lesquelles elle ne travaille plus du tout. Les variétés de lentilles, elles datent de 40 ans aujourd'hui. Ça demande, on a aussi la multiplication, qui a des contraintes de rationalisation des nombres d'espèces de variétés qu'elle multiplie. Et donc, forcément, ça limite le nombre de cultures, de variétés disponibles pour des cultures mineures. Ça demande aussi un machinisme adapté. Là aussi, je crois que Stéphane en a bien parlé tout à l'heure, pour gérer des cultures en association. Ça demande de la connaissance. Aujourd'hui, la recherche, elle travaille très principalement sur les 3 espèces majeures que sont le riz, le blé, le maïs. Et du coup, on a quand même des trous de connaissances énormes sur les espèces mineures. Et puis, bien sûr, il faut que les agriculteurs puissent en vivre. Et ça passe par l'action de plein d'acteurs qui sont une partie énorme de la solution. Il faut que les acteurs acceptent de collecter ces cultures-là. Par exemple, on a vu les variétés de blé aujourd'hui, les mélanges se développent, mais c'est parce que des coopératives ont accepté ces mélanges, alors qu'elles ont longtemps été réticentes à le faire, alors même que quand elles reçoivent un blé, vous le savez, elles ont souvent un seul silo, elles mélangent tout. Grâce à des acteurs aussi qui vont accepter de valoriser, de transformer des nouvelles variétés, des nouvelles espèces. Les fabricants de frites surgelées demandent à leurs producteurs d'utiliser une variété parmi les plus consommatrices de phyto, parce qu'il faut des frites blanches et longues pour les consommateurs, parce qu'il faut régler leur process industriel est réglé avec ces variétés. On voit qu'on pourrait rééquilibrer, ce serait légitime d'essayer de rééquilibrer ces choix. Et puis grâce aux consommateurs aussi, qui doivent accepter d'acheter ces nouveaux produits. La restauration collective est évidemment un acteur majeur à activer. Et là, c'est vers Marie-Benoît Magrini que je peux vous envoyer, puisqu'il y a pas mal de projets en cours sur ces questions. Voilà, pourquoi on vous raconte tout ça ? Parce que c'est ça qu'on essaye de travailler dans le projet de Bicréative, puisqu'on va essayer d'embarquer l'ensemble de ces acteurs avec leurs interactions en travaillant à l'échelle territoriale. C'est une façon d'essayer d'attraper cette complexité. Donc, on travaille dans 9 territoires cas d'études que vous voyez ici. Dans chacun de ces territoires cas d'études, on a des partenaires scientifiques qui sont engagés avec des partenaires locaux et qui essayent d'aller vers qu'est-ce que pourraient être des territoires zéro phyto. Ce qui pose des questions de type conception. Et c'est pour ça que l'enjeu du projet, c'est de co-concevoir des territoires zéro phyto. Alors du coup, contrairement à hier, on va partir directement dans les territoires plutôt que dans les WP, de vous expliquer comment fonctionne le projet, et blablabla, et blablabla. On est parti plutôt dans 2 territoires et vous montrer la manière dont on travaille avec eux et ce qu'on a fait et ce qu'on essaie de stimuler comme dynamique et ce qu'on apporte comme connaissance. Donc d'abord le PILA. Le PILA, c'est entre Lyon et Saint-Étienne, au sud, à peu près 800 exploitations concernées, 18% en AB et une trentaine de pourcents avec d'autres signes de qualité, donc un territoire assez engagé,
avec des cultures diversifiées de vignes, d'arboriculture, mais aussi de grandes cultures et de polyculture élevage et également de maraîchage. Nous, on s'est concentré au départ sur vignes et arboriculture compte tenu de leur dépendance au phyto. Et puis très vite, on a été vers l'arbo par manque de temps. Chacun des territoires dans Bicréative est porté scientifiquement par un membre du consortium. Là, ici, c'est donc des membres de l'ISERA et un porteur local qui représente et qui fait office d'émulateur dans le territoire. Et là, c'est le PNR, le Parc naturel régional du Pilat, qui s'est engagé il y a déjà quelques temps maintenant et qui renouvelle, comme tous les PNR de France, son plan stratégique pour 10 ans, en 2025, et qui, dans ses axes, a pour objectif de s'intéresser à l'agriculture, peut-être un peu plus que les autres PNR de France d'ailleurs, en travaillant sur des modes de production durables en lien avec la consommation locale et précisément en essayant de favoriser et de dynamiser la production fruitière locale. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait avec le PILA? Il faut que je me dépêche, je crois bien. Non, 5 minutes. Ce qu'on a fait avec le PILA, c'est qu'on a commencé par faire un diagnostic socio-technique, dont on a déjà parlé hier et dont je vous reparle ici. Et ce diagnostic socio-technique a été fait à la fois dans la filière arbo et dans la filière viticulture. Qu'est-ce qu'il a donné grossièrement? 3 ou 4 leviers importants et qui pouvaient, freins et leviers qui pouvaient être mentionnés. Le premier, c'est, sans surprise, que les filières dépendantes des GMS et de la grande et des filières longues de transformation étaient assez peu compatibles avec le zéro pesticide. Donc ça a donné lieu à des discussions sur la manière de valoriser les produits en passant par d'autres voies de collecte et de commercialisation. Ça a donné lieu aussi à montrer que les différentes pratiques à l'échelle parcelle ou à l'échelle paysage pouvaient être utilisées par les agriculteurs, mais que ça constituait un frein parce qu'il y avait manque de connaissances et manque de partage d'expérience entre les agriculteurs. Et enfin, un dernier levier qui était la transmission et l'installation des exploitations, qui commence à être un sérieux frein pour l'amélioration et la diffusion de systèmes sans phyto. Parce qu'il faut tout repenser et que la transmission et l'installation est un problème dans beaucoup de régions, dont celle-là. Ce diagnostic sociotechnique a donc permis d'initier plusieurs actions. Une action autour de... Je vais tout dérouler. Une action sur à la fois l'échelle de la parcelle et de son environnement parcellaire sur la conception de paysages favorables à la lutte biologique par conservation, en particulier sur les vergers fruitiers. Et donc, c'est en cours en ce moment. Il y a un diagnostic agroécologique qui a travaillé à la fois sur l'existant et sur l'existant en termes de linéaire de haies et d'organismes présents à la fois pathogènes et auxiliaires. Et donc l'idée maintenant, c'est d'essayer d'embarquer dans des ateliers de conception les différents agriculteurs du réseau pour imaginer des paysages favorables à la lutte biologique par conservation. Mais il y a aussi un autre travail qui a embarqué tous les membres des filières qui avaient été interrogés dans le diagnostic sociotechnique et d'autres pour pouvoir travailler à une cible qui est valoriser les produits fruitiers écologiques du Pilat en favorisant des commercialisations et des lieux de distribution un peu différents. On va aller à Saffré maintenant, on change de lieu, on est en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Un bassin d'alimentation de captage eau potable pour Nantes qui est problématique et considéré comme prioritaire depuis 2016 et pour lequel un acteur s'est engagé, s'appelle Atlantico, en 2016 justement, par une charte qui s'appelle Tous Innovateurs, une charte qui engage les élus de ce syndicat d'eau avec les agriculteurs et d'autres acteurs vers une réduction des pesticides dans ce bassin d'alimentation de captage en 2040, voire plus du tout de pesticides collectés. Ce bassin d'alimentation de captage est caractérisé par beaucoup d'éleveurs, mais aussi cohabitent des agriculteurs céréaliers. Il est porté scientifiquement par Rémi Ballot à INRAE et il est le porteur local, vous l'aurez compris, c'est Atlantico, représenté par Marianne Dincombe au début du projet et quelqu'un d'autre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur le territoire de Saffré? On n'a pas tout à fait exactement procédé dans le même ordre, mais les principes étaient les mêmes. On a commencé par faire des ateliers de scénarisation avec l'atelier Coquelicot pour voir ce que serait
le territoire en 2040 si on voulait ne plus utiliser de pesticides. Et un des scénarios était de dire, compte tenu de la configuration actuelle du réglementaire et politique et même sociale du territoire, il y a un certain nombre d'agriculteurs éleveurs qui n'existeraient plus et qui seraient du coup transformés par des exploitations d'agriculteurs céréaliers. Et ces céréaliers, pour pouvoir favoriser, ou en tout cas pour ne plus utiliser de pesticides, ils seraient obligés d'utiliser d'autres cultures, bien plus difficiles à commercialiser parce qu'il faut trouver des débouchés. L'ensemble des agriculteurs ayant constaté ça, parce que c'est un des scénarios de Coquelicot, se disent en fait on veut maintenir l'élevage, c'est une tradition de notre territoire et donc il faut que l'élevage continue de survivre et donc il y a une espèce d'enjeu au maintien des prairies et à l'élevage dans ce territoire. Sachant que dans ce territoire, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y a 25% des éleveurs qui sont des bio. Ce diagnostic sociotechnique a ensuite été réalisé pour rappeler les différentes formes d'agriculture qui sont inscrites et qui cohabitent à Saffré. Et donc, on a 3 régimes sociotechniques qui cohabitent. Un régime dominant qui est au milieu, qui est des polyculteurs éleveurs qui négocient avec laiterie et GMS et qui cohabitent avec ou des céréaliers à gauche, enfin à ma gauche, oui, des céréaliers à gauche ou des éleveurs qui sont plutôt orientés vers des circuits courts et en agriculture biologique. Ensuite, il a été réalisé une traque aux innovations pour chercher la meilleure manière de rémunérer les éleveurs et en travaillant surtout sur l'augmentation du revenu et donc l'augmentation des produits. Et donc, il s'est tourné vers soit des nouveaux labels, soit la rémunération des services écosystémiques rendus par les éleveurs, soit, j'ai oublié, des circuits courts. Donc, vous voyez qu'on essaie de trouver avec l'ensemble des acteurs des solutions. Et donc, une des solutions qui va être mise en place prochainement, c'est des ateliers de co-conception autour de la gestion des adventices sans phyto, parce que ça paraît être le frein le plus lourd à lever pour les agriculteurs céréaliers. Et ça permettrait aussi de faire en sorte d'avoir du lien entre agriculteurs céréaliers et éleveurs par la diversification des cultures. Et il y a aussi un autre travail qui est plutôt en charge par Atlantico et les élus, de maintenir la baie et de maintenir les prairies par des actions à la fois de montage de GI2E et de communication vers les externalités positives de la baie. Quelques faits marquants pour terminer. En fait, dans beaucoup de territoires bicréatifs, ce n'est pas les seuls faits marquants, mais c'est ça qui nous marque en ce moment, à mi-parcours. La possibilité d'un territoire zéro phyto est conditionnée au maintien de beaucoup de formes d'élevage. Dans beaucoup de nos territoires, on a l'élevage et ce maintien de l'existence de l'élevage conditionne beaucoup la possibilité de faire du zéro phyto, précisément parce qu'il y a des prairies, mais aussi il peut y avoir valorisation de cultures de diversification cultivées par les céréaliers ou autres producteurs. Dans tous les territoires, il y a une question de transmission d'installation qui s'est posée systématiquement et pour lequel on n'a aucune bille. Enfin, je veux dire, c'est pas nous qui allons expliquer comment à la SAFER il faudrait faire en sorte que le foncier soit accessible aux jeunes agriculteurs ou à des néo-ruraux. Et puis un rôle décisif des acteurs économiques, des filières, lorsque les partenaires ont réussi à les embarquer, et c'est le cas dans quelques-uns de nos territoires. Voilà. Et donc la conclusion et le message majeur. La conclusion et le message majeur, ici vous avez une carte qu'on construit avec l'ensemble des partenaires du projet, chercheurs mais aussi acteurs du territoire, qui sont les différentes voies de passage pour concevoir des territoires sans phyto, basés sur les fermes, basés sur des acteurs qui porteraient des enjeux de réduction des phytos ou qui favoriseraient la valorisation et la commercialisation des produits phytos. Et donc l'une des messages forts de notre projet, c'est finalement pour aller vers ces avancées systémiques, ça ne doit pas reposer seulement sur les agriculteurs, mais sur l'ensemble des acteurs. Et voilà. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire jusqu'à la fin du projet. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Lorraine et Muriel. On se retrouve à la table ronde. En attendant, Marie-Benoît qui a été apostrophée pendant l'exposé. Et donc Marie-Benoît Magrini, projet Spécifix. Alors la question, c'est les filières légumineuses. On va finir par les filières légumineuses. Quelle est la capacité transformative de ces filières ? Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est la dernière présentation, mais pas des moindres, parce qu'effectivement, je vais aborder l'échelle d'action de la filière. Vous aurez compris qu'il y a besoin de nombreuses innovations et on peut s'intéresser aujourd'hui à comment les filières vont s'emparer, peuvent essayer d'agir pour favoriser l'insertion de ces innovations.
Donc, je suis économiste et effectivement, j'ai travaillé sur les processus de verrouillage, l'analyse des verrous qui freinent la transition. Et aujourd'hui, là, depuis quelques années, je m'intéresse en fait à étudier les modalités par lesquelles les différents maillons des filières, depuis les exploitations agricoles jusqu'à l'industrie, en passant voir la distribution, comment ces maillons, ils arrivent à se coordonner ou pas pour surmonter ces nombreux verrous qui freinent la transition agroécologique. Et un point d'intérêt de mes derniers travaux est de m'intéresser particulièrement à savoir si la contractualisation, qui est souvent avancée par les politiques publiques comme une solution pour aider à renforcer cette coordination dans les filières, eh bien, est-ce que cette contractualisation, elle peut permettre de générer cet effet transformatif dans la filière? Est-ce qu'elle peut aider les acteurs à arriver à porter collectivement ces innovations pour avancer dans cette transition? Et juste en propos préliminaires, ça ne vous aura pas échappé que le sujet de la contractualisation occupe beaucoup les débats des politiques publiques récemment. Et comme je sais qu'ici, on est dans une assemblée où les sciences sociales sont quand même minoritaires, où on n'est pas très nombreux côté économiste, je voulais quand même vous rappeler que, en fait, depuis la fin du siècle dernier, on a eu un tournant néolibéral dans la politique agricole commune. Et depuis ce tournant, en fait, on a les politiques publiques qui sont prises en tension entre deux logiques. Il y a une logique de concurrence par le marché qu'on cherche à renforcer. Et puis, il y a une autre logique qui serait un peu plus dirigiste, réglementaire. Et entre les deux, du coup, la contractualisation, elle est souvent avancée comme, quelque part, une solution un peu intermédiaire, où la logique, elle est de dire les acteurs sur le marché, ils doivent trouver par eux-mêmes les solutions par lesquelles ils vont répondre aux problèmes que le monde agricole rencontre. Et ça ne vous a pas échappé aussi que récemment, tout le débat qu'on a eu sur Egalim, notamment avec cette logique où on a dit on va essayer d'accompagner la concertation des acteurs sur le marché, et avec des indicateurs de coûts de production, eh bien on espère, on tente de renverser la donne, et on espère que les agriculteurs pourront bénéficier de rémunérations plus avantageuses. Donc l'État a tendance à se positionner plus dans une logique d'accompagnement pour favoriser cette concertation dans les filières. Mais ce sur quoi je voudrais porter l'attention avant de démarrer l'exposé, c'est que finalement, dans cette vision-là, et puis on l'a un peu senti aussi au travers de ces journées, on a tendance à voir la filière dans une vision assez ascendante ou descendante. On se concentre sur un des maillons et on envisage assez peu la filière dans une perspective qui serait un peu plus collective, où en fait finalement l'ensemble des maillons serait convié dans une approche un peu plus horizontale, comme opère en fait généralement un réseau d'acteurs tournés sur l'innovation. Et donc on sait qu'on a besoin de nombreuses innovations à l'amont et à l'aval, mais surtout que ces innovations, elles doivent être combinées. Donc c'est pour ça que dans l'exposé que je vais vous présenter, je vais m'intéresser à cette échelle d'action de la filière, et je vais essayer de vous montrer que si la contractualisation peut être un levier intéressant pour concevoir des filières qui construisent des pratiques plus agroécologiques, eh bien ce levier, il n'est pas suffisant. Et il faut aussi que la filière, elle conduise un ensemble d'autres activités qu'elle peut conduire et qui peut générer un effet transformatif à partir de cette contractualisation. Donc je vais vous présenter cette réflexion qui a été construite principalement dans l'ANR Specifics, à laquelle je participe, et donc je tirerai des exemples des filières légumineuses qu'on a étudiées, mais elle a aussi été elle a été aussi consolidée récemment dans un chantier agroécologie et marché conduit par les groupes filières d'INRAE, et qui est aussi soutenu par le défi clé de la transition agroécologique en région Occitanie. Alors, en introduction de cet exposé, comme je sais que l'Assemblée ici, on n'est pas très nombreux au niveau économiste, j'ai senti la nécessité de rappeler deux postulats majeurs qui vont vous permettre de comprendre la réflexion ici qui est conduite. Parce que le sujet de la coordination dans les filières, c'est un sujet qui est complexe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il touche les soubassements de l'action collective dans une économie de marché capitaliste. Et donc, je voudrais quand même rappeler que le premier postulat sur lequel reposent les politiques publiques, c'est que le marché reste largement reconnu comme le mode d'organisation le plus efficace pour coordonner des millions et aujourd'hui des milliards d'individus. C'est un postulat majeur de la pensée contemporaine qui a été confirmé par nombre d'économistes, dont je vous ai rappelé ici un célèbre économiste qui est Hayek, puisque c'est lui qui a quand même très fortement inspiré toute la politique de la concurrence telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Et donc les arguments dans ce postulat, ils sont très simples à comprendre. Les divergences d'objectifs entre les individus sont trop nombreuses. On est dans l'incapacité de tout connaître ou d'anticiper. Il y a des niveaux d'effort entre individus qui sont différents, on l'a évoqué à l'instant tout à l'heure. Et face finalement à toute la complexité qu'il peut y avoir dans l'enchevêtrement des décisions individuelles, eh bien, aucun dispositif ne fera mieux que le marché pour arriver à coordonner tous les individus. Donc, dans cette pensée, quelle va être la logique ? Dans cette pensée, la logique, c'est que c'est la concurrence entre les individus qui va pousser à l'effort. Et dans cette quête d'effort, où les individus cherchent à répondre à leurs propres intérêts, eh bien, va émerger des esprits brillants, talentueux, inventifs. Ça va booster la construction des connaissances. Et puis ici, personne ne niera qu'effectivement, l'accélération du progrès technique a accompagné tout le développement de l'économie de marché. Mais en deuxième postulat, je veux aussi vous rappeler que du coup, les politiques publiques, elles ont tendance à considérer les prix, qui sont l'information qui résume les décisions individuelles sur le marché. Elles vont considérer que ce sont les prix qui résument les décisions des individus. Le marché reflète, à travers les ajustements qu'il y a entre l'offre et la demande, les informations qui ont été considérées par les individus. Et donc le premier levier souvent qui est invoqué, et la question de tout à l'heure le laissait entrevoir, c'est que le premier réflexe, c'est d'essayer d'agir sur les prix. Mais ce que je veux vous faire toucher du doigt ici, et je ne vais pas vous faire un cours de micro, rassurez-vous, je vais en venir à l'approche filière, mais là, c'est la figure classique qu'on présente à tous les étudiants pour introduire qu'est-ce que c'est qu'une offre et une demande sur un marché qui s'ajuste juste et se croise avec un prix et quantité, et que ces courbes sont tout le temps en train de bouger et de s'ajuster. C'est surtout qu'elles s'ajustent et elles bougent parce que derrière, il y a des préférences individuelles qui vont orienter la manière dont les individus construisent et sélectionnent l'information qui prévaut dans leurs décisions. D'accord ? Et donc, si on peut agir sur les prix, la question fondamentale, elle reste de agir sur les préférences et les valeurs qui orientent la manière dont les individus construisent et sélectionnent l'information pour leurs décisions individuelles. Et donc, quand on a compris ça, eh bien, on peut se tourner sur qui va traiter de ces valeurs. Et là, je vous convie et je vous conseille aussi la lecture. C'est un économiste contemporain qui est André Orléans. Il est à l'EHESS, il est CNRS. Et donc lui, il travaille vraiment sur cette compréhension de la construction des valeurs sur les marchés. Alors, il travaille sur les marchés financiers. Et récemment, il y a 15 jours, il y a un podcast de France Culture où il présente ses travaux qui est très intéressant à écouter. Et donc, ce que vous dit André Orléans, c'est qu'en fait, derrière la relation marchande, se construit des relations sociales. C'est très simple à comprendre. Et donc, dans la filière, qui est un ensemble de relations marchandes qui va regrouper les différents maillons, quelles sont les relations sociales, les interactions qui se construisent dans la filière, qui sont susceptibles d'amener une révision collective des préférences pour changer le registre des valeurs qui prévaut dans la construction et la sélection des informations que l'on prend dans les décisions individuelles. Comment la filière, elle peut constituer un dispositif d'expérimentation collective. Hayek parlait que le marché, c'est un dispositif d'expérimentation collective pour arriver à aligner les préférences les uns avec les autres. Eh bien, au-delà des préférences individuelles, est-ce qu'on peut penser aussi le marché avec la filière comme un dispositif d'expérimentation plus collectif pour amener cette révision des valeurs et notamment l'inclusion des valeurs plus environnementales ? Donc c'est sur ça que je vais essayer de travailler et je vais vous présenter des premiers éléments que l'on a conduits à travers cet ANR spécifique en s'intéressant notamment aux filières légumineuses. Alors, je vous disais, point de départ de la filière, pour comprendre comment ces relations marchandes peuvent modifier la manière dont se construisent les interactions avec les relations sociales. Dans ces filières, on va prendre comme point de départ la contractualisation. Et classiquement, dans la littérature, la contractualisation, elle a lieu quand ? La contractualisation, elle va servir, en fait, au départ, à sécuriser des approvisionnements. Si vous voulez, quand une industrie, elle recherche des lots
pour son usine et pour répondre aux attentes de ses autres clients, eh bien, si elle n'est pas sûre de trouver sur le marché les lots dont elle a besoin, et encore moins s'il y a des qualités spécifiques attendues, comme par exemple des lots qui ne contiendraient pas des pesticides, eh bien, elle va avoir intérêt à anticiper et à passer des contrats avec des opérateurs amont, les coopératives qui elles-mêmes vont pouvoir contractualiser avec les agriculteurs. Donc cette contractualisation, elle existe. Je vous ai mis un exemple dans des filières industrielles autour du pois protéagineux, des industriels qui ont choisi par exemple le standard Sustainable Agriculture Initiative, qui est un standard international. Eh bien, tout l'approvisionnement va être contractualisé avec un cahier des charges. Ces contrats, on les appelle souvent contrats de production. Alors en agriculture biologique, c'est largement répandu d'utiliser ce type de contractualisation, mais dans les filières conventionnelles, on voit que ça progresse et que ça se développe. Généralement, ces contrats de production ont aussi une formule de prix plus incitative pour inciter les agriculteurs à y répondre. Et donc, ce contrat, il va permettre de construire le marché. Mais ce que je vous disais, c'est que ce qui reste intéressant, c'est de voir derrière la relation marchande qui se génère dans cette contractualisation, eh bien, comment un effet transformatif des innovations vont être conduites par la filière. Et donc ici, je vais illustrer que quelques exemples. Je ne vais pas être très longue, rassurez-vous. Je vous ai présenté le schéma d'ensemble, mais je vais juste ici présenter deux, trois exemples par rapport à ce qui se construit dans la filière et qui peut aider à permettre l'appropriation, la construction des innovations pour cet effet transformatif à l'échelle de la filière. Alors, le premier point sur lequel je vais commencer, c'est le développement des connaissances. Ce que l'on voit dans les filières sous contrat, c'est vraiment un renforcement de la construction des connaissances. Et on l'a bien vu au cours des journées, c'est essentiel qu'il y ait ce renforcement de la construction des connaissances. Et comment il passe ? Il passe par souvent la création de systèmes d'information spécifiques pour ces agriculteurs qui sont sous contrat, avec des remontées d'informations qui montent jusqu'à l'industriel. L'industriel lui-même a ses propres unités expérimentales, ses parcelles expérimentales, il va aussi constituer des systèmes d'information. Donc là, on est en dehors des différents réseaux qui ont été présentés au cours de la journée. Il y a aussi souvent chez l'industriel la création de postes d'agronomistes pour avoir une expertise eux-mêmes d'agronomes qui vont avoir une expertise agronomique chez l'industriel pour permettre de mieux comprendre les enjeux de production à l'amont et comprendre aussi avec les agriculteurs par des réunions plus fréquentes d'interconnaissance les différents problèmes qui sont rencontrés et avec la mise en place aussi de conseils techniques dédiés qui vient renforcer les réseaux de conseils classiques. On va avoir aussi une combinaison des certifications. Par exemple, sur le standard SAI, eh bien, la plupart des agriculteurs qui rentrent dans ces cahiers des charges, ils sont plutôt HVE. Et donc, on va avoir aussi une discussion entre les certificateurs internationaux SAI et les certificateurs français HVE pour voir où peuvent être les marges de progrès à travailler. On a vu aussi qu'il y avait des industriels qui allaient jusqu'à convier les agriculteurs dans leurs usines pour aller visiter les usines industrielles et comprendre les attendus en termes de qualité, les problématiques qu'il pouvait y avoir sur la gestion des qualités des graines. Et inversement, ils vont se déplacer aussi dans les réunions bout de champ. Donc on voit là dans la filière, parfois, grâce à cette démarche contractuelle, des relations sociales qui se reconstruisent et qui permettent de construire ces connaissances et probablement de changer les valeurs. Cependant, quelques points de tension apparaissent. Si on voit qu'il y a un effort pour expérimenter des solutions alternatives sans pesticides, ça ne se fait pas systématiquement entre la coopérative et l'industriel dans les cas qu'on a observés. On voit quand même des cas où l'industriel va laisser le plus souvent à l'amont la charge de trouver des solutions alternatives, et ce, quel qu'en soit le prix. Par exemple, on a pu trouver des clauses dans ces contrats qui précisent mais c'est écrit noir sur blanc, c'est très précis, qui exige que les mises en conformité par rapport à une volonté de réduire ou d'interdire certains pesticides sera fait sans répercussion de prix pour l'industriel. Donc on voit que parfois, dans ces contrats, la volonté de rentrer dans une démarche collective de filière ne va pas jusqu'au bout de la démarche affichée. On voit aussi que certaines solutions sont écartées d'office par les industriels. On a parlé des cultures associées. Eh bien, on voit que là aussi, certains industriels s'y opposent. Et on voit que là, ça bloque et qu'il y a encore besoin de temps pour construire cette interaction qu'il pourrait y avoir entre l'amont et l'aval
pour trouver et construire collectivement ces solutions. Alors, je ne vais pas tous les passer au fur et à mesure de cet exposé, mais ce que l'on va voir, et ce qui était aussi un point étonnant, c'est que finalement, on a très peu vu, pour l'instant, on continue nos investigations, d'investissements conjoints par plusieurs industriels avec des coopératives sur des activités, des nouvelles entreprises qui seraient nécessaires pour la mise en œuvre des innovations. Dans la journée, il y a eu plusieurs pistes évoquées pour développer des pratiques alternatives qui vont forcément nécessiter de nouvelles activités entrepreneuriales. Qui va investir dans ces activités entrepreneuriales et comment le coût d'investissement pourra être partagé? Ça questionne aussi la capacité de ces filières à mobiliser des ressources. Donc pour terminer, je voulais insister aussi sur l'extension du réseau. Je vous disais que pour construire les connaissances, souvent, ces filières sous contrat, elles ont tendance à joindre d'autres associations et ONG dans les discussions. Et on pense que là, c'est une fonction essentielle dans cette fameuse révision collective des valeurs, puisque là, la filière ou des industriels en place, on est là sur des filières conventionnelles qui vont vers la réduction des pesticides, eh bien, elles s'obligent à se confronter à d'autres référentiels de pensée et de valeurs pour construire ces solutions. Donc on pense que ça aussi, c'est des points assez intéressants. Donc dans la construction de ces nouvelles connaissances, bien sûr, elles vont chercher à accroître leur notoriété, à communiquer, et notamment à communiquer auprès du consommateur. On l'a vu notamment dans la journée d'hier que c'était un des leviers qui restait essentiel pour sensibiliser. Et finalement, on voit se dessiner donc une direction du changement, des nouveaux objectifs, une progressivité, mais là aussi avec des points de tension. En particulier sur les filières légumineuses, ce qu'on a observé, c'est quand même une tension forte entre des filières qui sont en plein développement et qui veulent répondre à un marché plus important et donc avoir plus de volume de production et en même temps essayer de construire des pratiques sans pesticides. Donc finalement, pour terminer cette présentation, ce que j'ai essayé de vous faire toucher du doigt dans la réflexion que l'on conduit à l'échelle des filières, c'est de dire que la construction collective d'une capacité transformative de la filière pour arriver à intégrer des innovations qui vont permettre de sortir de ces pesticides, ça va prendre du temps. Alors on sait qu'il y a des filières très coordonnées sous contrat qui existent depuis longtemps. Je vais citer là une autre filière dans le sud-ouest qui est sur le soja en alimentation humaine. Eux, ça fait 50 ans qu'ils ont des contrats en place avec les agriculteurs, les coopératives. Et il y a vraiment un écosystème très innovant qui s'est créé. Mais on est là sur un exemple de filière en agriculture biologique. Donc là encore, avec des référentiels de pensée et de valeurs qui sont différents. Donc pour nous, l'enjeu aujourd'hui dans la poursuite de ces travaux, c'est essayer de voir comment on pourrait développer finalement des indicateurs ou des métriques qui permettraient de référencer de manière comparable entre différentes filières, différents domaines de production, des indicateurs permettant d'affirmer quelles sont les actions qui sont collectivement mises en œuvre par la filière qui vont permettre de témoigner de cette action collective innovante pour cet effet transformatif qui permettrait de changer ce registre des valeurs pour l'inclusion de valeurs plus environnementales. Et je pense que dans les débats qui vont reprendre sur Egalim, peut-être, autour de la contractualisation, il y a là un levier à se saisir pour aller au-delà de la seule relation marchande, de discuter aussi des effets entraînants à l'échelle de la filière. Je vous remercie de votre attention et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez les références ensuite. Merci Marie-Benoît.